Bonjour, nous allons aborder ensemble aujourd'hui le cours du traumatisme du rachis. Ce cours paraît pour certains difficile, j'essaierai d'insister sur les éléments essentiels. Donc, les traumatismes du rachis sont des lésions du système ostéo-disco-ligamentaire. J'ai mis ça en gras pour insister sur le fait que les lésions du rachis, ce n'est pas uniquement une lésion osseuse, mais disco-ligamentaire aussi. Sont graves par les conséquences neurologiques qui mettent en jeu le pronostic vital et fonctionnel. Ce sont des lésions fréquentes, mais heureusement la majorité sont bénignes. Les lésions du rachis cervical sont les plus graves, avec menace de mort immédiate. En règle générale, plus la lésion est basse, plus le pronostic fonctionnel l'emporte sur le pronostic vital. Ça touche le sujet jeune, entre 15 et 24 ans, le plus souvent des hommes, 3 pour 1. Les causes par ordre de fréquence étant les accidents de la voie publique, les accidents de travail, les accidents sportifs et les tentatives de suicide. Il faudra toujours rechercher un contexte de polytraumatisme. Les localisations préférentielles sont les lésions des charnières, la charnière T12L1 et la charnière C5-C7. Là, on va rappeler l'anatomie du rachis. Il existe 3 segments, 3 mobilités, 3 courbures et 3 zones de faiblesse. Les segments, le premier segment, c'est le segment cervical. Il y a 7 cervicales. Le deuxième, il est en lordose. Le deuxième segment, c'est le segment dorsal. Il y en a 12 vertèbres dorsales qui sont en syphose. Le troisième segment, c'est le segment lombaire. Lui, il est en lordose et il comporte 5 vertèbres. Un rappel anatomique de la vertèbre type. Elle est faite par un corps vertébral, les pédicules, les lames, les transverses et l'épineuse. Là, une vue axiale de la vertèbre. On a le corps, les pédicules, les lames, l'épineuse, les apophyses transverses et le trou vertébral où passe la moelle épinière. La vertèbre peut être divisée en 3 segments. D'avant en arrière, on a le segment vertébral antérieur qui est composé de la partie antérieure du corps vertébral. Ici, le segment vertébral moyen composé du mur vertébral postérieur, des pédicules, des processus articulaires postérieurs. Et là, on a le segment vertébral postérieur composé des lames, des processus transverses et des processus épineux. Une lésion du segment vertébral moyen fait craindre a priori une instabilité dite osseuse. On va voir par la suite en détail. La deuxième notion après le segment vertébral moyen dont on vient de citer est le segment mobile rachidien. Il est constitué par l'ensemble des éléments capsulo-disco-ligamentaires qui unissent deux vertèbres. D'avant en arrière, on a le ligament longitudinal antérieur, le disque vertébral, le ligament longitudinal postérieur, les ligaments joints, capsule articulaire postérieure, ligament interépineux, vous connaissez tous que la moelle épinière, elle s'arrête au niveau de L1, L2. Ensuite, il y a la queue de cheval et les racines qui sortent des trous de conjugaison. La notion de stabilité rachidienne. C'est la faculté de maintenir lors d'une contrainte physiologique un même rapport entre les vertèbres afin d'éviter une lésion initiale ou ultérieure de moelle épinière ou des racines. Une lésion instable peut donc se déplacer progressivement et entraîner une compression médulaire ou un cale vicieux. L'instabilité, elle peut être disco-ligamentaire si l'ensemble des moyens d'union de deux vertèbres adjacentes est rompu. C'est le cas de l'atteinte du segment mobile rachidien.
cette lésion, elle est définitive. L'instabilité, elle peut être aussi d'origine osseuse. Les lésions qui touchent le segment vertébral moyen, elles sont temporaires. Il existe plusieurs mécanismes de lésion du rachis. On a la compression antérieure et distraction postérieure, la compression globale, la distraction postérieure et la fracture-dislocation selon Dennis. Il faut y ajouter les lésions isolées du segment mobile rachidien. Le principe de l'examen clinique, c'est de rechercher s'il y a un syndrome rachidien. L'examen neurologique comprend au minimum un testing musculaire, la recherche des réflexes, un testing sensitif et un examen du périnée. Il permet de retrouver soit un syndrome radiculaire si ça touche une racine, ou un syndrome médulaire si ça touche la moelle épinière, soit un syndrome de la queue de cheval ou du cône médulaire en fonction du niveau lésionnel. Il faudra noter le niveau de l'atteinte. Le niveau neurologique doit être corrélé au niveau osseux. Sinon, il y a indication d'une IRM en urgence à la recherche d'un hématome épidural associé à des contusions médulaires situées parfois à distance du traumatisme. La sévérité des déficits doit être consignée sur papier. L'examen clinique commence par l'interrogatoire. Il faudra noter l'heure, la date de survenue de l'accident, les circonstances de survenue, le mécanisme, les signes neurologiques au ramassage, à l'arrivée à l'hôpital, leur présence ou leur absence doit être consignée sur la fiche clinique. Il faudra rechercher bien sûr s'il y a une urgence vitale. On l'a dit au départ, le contexte d'un polytraumatisme est très fréquent. Ensuite, on va aller examiner le rachis. Ça commence par la palpation. C'est une palpation douce. Il faut bien sûr éviter toute mobilisation intempestive. Juste en glissant les mains au-dessous du dos. Rechercher une douleur, soit rechercher s'il y a un décalage ou une saillie d'une épineuse. Une douleur au toucher pharyngé ou l'existence d'un hématome à ce niveau doit faire penser à une fracture de l'odontoïde. L'examen neurologique proprement dit commence par l'examen de la motricité. Il faudra coter la force musculaire de 0 à 5 de façon soigneuse, territoire par territoire. Il est noté à 0 s'il n'y a aucune réponse musculaire perceptible. Noté à 1 lorsqu'on voit un relief du muscle sans que le geste soit efficace. Et noté sur 2 lorsqu'il y a possibilité de mobiliser un segment de membre sans qu'intervienne la force de pesanteur. Noté à 3 s'il y a possibilité de mobiliser le segment contre la pesanteur. À 4 contre une opposition de l'examinateur, c'est-à-dire contre une force. Et noté à 5 s'il y a une force musculaire normale. L'examen des réflexes ostéotendineux. Je rappelle juste les principaux. En membre supérieur, le bicipital CC5, le stylo-radial CC6, trécipital CC7, cubito-pronateur C8. En membre inférieur, on a le réflexe rotulien CL4, achillien CS1. L'examen de la sensibilité. On commence par la sensibilité thermoalgique, le chaud et le froid ou la piqûre. La sensibilité tactile fine est explorée par l'affleurement d'un coton ou la reconnaissance de signes symboliques. La sensibilité proprioceptive, consciente ou profonde, est explorée avec le diapason ou le sens de positionnement des doigts ou des orteils, yeux fermés. En fin d'examen, il est primordial de noter le niveau entre sensibilité normale et anesthésie, car celui-ci permet de donner le niveau lésionnel. L'examen du périnée, il faut rechercher la sensibilité périnéale, la tonicité et la contraction volontaire du sphincter anal et le réflexe anal par le toucher rectal. Il faudra rechercher aussi des troubles génito-sphinctériens. Au niveau vésical, on peut rencontrer une rétention ou une incontinence vésicale. Au niveau des organes génitaux, on peut retrouver un priapisme qui est un signe d'un syndrome de section médulaire. En fonction de la hauteur de l'atteinte, il est possible de déterminer des niveaux d'atteinte médulaire.
Par exemple, si on a une paralysie diaphragmatique avec arrêt respiratoire, on peut dire qu'on a une lésion au-dessus de C3, C4. Si on a par exemple une atteinte du système nerveux autonome sphinctérien avec incontinence anale et vésicale, le niveau S1 est évoqué. Le niveau lésionnel est estimé par le score d'Asia. On a l'estimation moteur et l'estimation sensitive. Vous avez ici la planche des estimations des lésions moteurs. On va voir aussi les lésions sensitives. T4 c'est le mamelon, appendice xiphoïde T6, ombilique T10, symphyse pubienne T12 et pli inguinal L1. Le score de gravité, on utilise la classification de Frankel, très importante à connaître par cœur. On a le Frankel A quand on a une paralysie sensitive ou motrice complète, le Frankel B quand on a une paralysie sensitive incomplète et motrice complète, le C quand on a une motricité qui est inutilisable, le D quand on a une motricité utile avec possibilité de la marche, le E, il n'y a pas de trouble neurologique. L'atteinte du périnée est un signe le caractère complet de la lésion. Pour les lésions médulaires, on peut avoir des lésions médulaires complètes et des lésions médulaires incomplètes. Pour les lésions complètes, au stade initial, on a un choc spinal, une abolition totale de la mobilité et de la sensibilité en dessous de la lésion, avec des réflexes ostéotendineux et cutanés qui sont abolis, une rétention urine et des matières. À ce stade, un priapisme est un élément de mauvais pronostic. Au stade ultérieur, on a un automatisme médulaire, 3-4 semaines après l'accident. Il y a une réapparition des réflexes ostéotendineux et une apparition d'une spasticité. Les possibilités de lésion, soit on a une tétraplégie complète, c'est un tableau qui est stéréotypé, ou une paraplégie complète, plus l'atteinte est haut située, plus l'atteinte respiratoire est importante. Pour les lésions incomplètes, on pourra avoir plusieurs syndromes. Le syndrome de Brown-Séquard, il associe une perte de la sensibilité profonde à une hémiplégie du même côté et une anesthésie thermalgique contralatérale. Très fréquent lors des lésions cervicales incomplètes, il est rare au niveau thoracique. Le syndrome de la contusion antérieure de moelle, volontiers le fait d'une expulsion hernière. Il se caractérise par une atteinte motrice complète alors que la sensibilité tactile est plus ou moins conservée. Son évolution est variable. Le syndrome de contusion centrale de moelle est plutôt observé chez les sujets âgés. Le syndrome de contusion postérieure de moelle est caractérisé par une atteinte sensitive prédominante dont la gravité est fonction de l'importance de la lésion. Les troubles sensitifs peuvent être une hyperesthésie superficielle, une anesthésie du tact fin et puis critique et parfois une simple perte de la sensibilité profonde. Les atteintes de la queue de cheval correspondent à une atteinte radiculaire qui, en fonction du niveau lésionnel, intéresse toute ou une partie des racines de L2 à S5. Les racines sont moins sensibles au traumatisme que les lésions médulaires. Aussi, les possibilités de récupération sont plus importantes. Les lésions du cône médulaire, le tableau clinique du syndrome du cône terminal, il se rapproche de celui du syndrome de la queue de cheval, mais sont distincts par la présence de signes pyramidaux. Le pronostic de récupération en cas d'atteinte médulaire est différent selon le type anatomique de la lésion. En cas de commotion médulaire, la récupération est attendue en quelques heures. En cas de contusion médulaire, la récupération est aléatoire. En cas de section médulaire, il n'y a pas de récupération. Quels sont les examens complémentaires à demander en cas de traumatisme du rachis? Donc, premier lieu, c'est les radios standards. On a la radio de face et profil. En traumato, l'incidence de face est souvent beaucoup moins informative que le profil. Sur la face, on peut voir l'alignement vertical des processus épineux et l'intégrité des processus transverses. Sur l'incidence de profil, elle va permettre d'apprécier la répercussion de la lésion sur l'équilibre sagittal du rachis. On étudiera l'alignement des bords antérieurs puis postérieurs des corps vertébraux, la hauteur des corps vertébraux et des disques, l'alignement des processus articulaires postérieurs qui doivent former une colonne articulée, l'écart entre les processus épineux qui doit être régulier.
sur l'incidence de 3 quarts, elle est essentielle pour l'exploration des isthmes et des processus articulaires. L'incidence de bouche ouverte, c'est une incidence qui élimine la superposition des maxillaires et des dents et elle permet l'étude de l'apophyse odontoïde, des masses latérales de l'atlas et de leur rapport. Les incidences dynamiques en flexion-extension, elles sont essentielles quand on suspecte une entorse grave du rachis. Sur la radiographie de départ, elle est normale, on immobilise le patient, 10 jours après, on redemande en flexion-extension pour voir s'il y a eu déplacement ou pas. La TDM, elle a un intérêt triple. Elle permet un bilan osseux, elle permet un bilan discal et médulaire. L'IRM visualise les zones difficilement accessibles. Elle étudie surtout les tissus mous, lésions disco-ligamentaires, et elle renseigne sur la structure de la moelle épinière. Les autres examens qu'on peut demander, c'est les potentiels évoqués. Elles sont utilisées surtout en cas de coma et d'un patient non coopérant pour voir la réponse. Et on peut l'utiliser en péropératoire. L'artérographie médulaire, elle est rarement demandée. Maintenant, on va voir les classifications essentielles du traumatisme du rachis. Pour le rachis cervical, on va voir la classification d'Argenson. On voit qu'il y a 3 grands mécanismes, le type A en compression, le type B en distraction et le type C en rotation. Il y a plusieurs possibilités de lésions et on va tous pratiquement les analyser pour voir si c'est des lésions qui sont instables. Et on rappelle juste, à juste titre, que l'instabilité elle peut être osseuse si le segment moyen osseux est atteint, et on dit qu'il y a une instabilité plutôt disco-ligamentaire si le segment mobile rachidien est atteint. Donc en type 1, on a une compression antérieure. Et là, le tassement il est antérieur, ça ne touche ni le segment mobile rachidien, ni le segment moyen osseux. Donc c'est une lésion qui est dite stable. On va voir ici rapidement la fracture comminutive ou la burst fracture, où tout le corps vertébral avec son pédicule est atteint et là on a une instabilité osseuse. La teardrop fracture, on voit qu'elle prend juste un coin antérieur de la vertèbre, mais traverse le disque et tous les éléments de segment mobile rachidien, ce qui fait d'elle une fracture très instable, et cette instabilité elle est disco-ligamentaire. Pour les fractures à distraction, on peut avoir une flexion ou une extension. Premièrement, on a les entorses moyennes. En deux, on a les entorses graves. Et vous voyez ici très bien sur le profil un antélesthésis, une angulation des plateaux vertébraux, un bâillement des articulaires et un écart interépineux qui est très important. Cette fracture, elle est très instable et l'instabilité, elle est disco-ligamentaire. On a les fractures luxation biarticulaire, c'est-à-dire les deux articulations qui sont luxées. Vous voyez bien qu'ici aussi, c'est une lésion très instable. On a les fractures, les lésions en rotation, les C. On a les C1, la fracture uniarticulaire. En 2, les fractures séparation du massif articulaire. Et en 3, les luxations uniarticulaires qui sont des lésions instables. Pour le rachis dorso-lombaire, on a la classification de Maguerl. Cette classification aussi, on a les types A, B et C. Le A en compression, les B en distraction. Et le C, c'est l'association de soit un type A ou un B avec une rotation. Donc le type A, on voit très bien que le tassement il est antérieur et ça c'est une lésion qui est stable. Le type 2, on voit que la fracture elle est à l'intérieur, au milieu du corps vertébral. Et ici, cette fracture, on dit la fracture en diabolo parce qu'elle forme un diabolo. C'est des fractures qui sont très pseudarthrogènes parce que le disque il risque de migrer au milieu de la vertèbre et donner des pseudarthroses. Donc c'est des lésions instables.
Les lésions A3, c'est des burst fractures. Ici, le segment moyen et osseux est atteint. Donc c'est une lésion instable et cette instabilité, elle est osseuse. On va voir aussi les B. Les fractures B1, c'est une B1, elle est dite osseuse, donc c'est une instabilité osseuse. Et B2, c'est une ligamentaire. Les fractures par rotation, C1, c'est l'association de compression et rotation, C2, c'est distraction et rotation, et C3, c'est rotation et burst. C'est une fracture qui est très commutative. Donc si on doit rappeler, le type A1 et A2, c'est des lésions qui sont stables. A2, elle est stable, mais elle est, on a dit, pseudarthrogène. Et tout le reste, c'est des lésions qui sont instables. Soit c'est une instabilité comme le A1 ici, osseuse, B1 aussi osseuse, B2 elle est ligamentaire et le reste c'est ostéo-ligamentaire. En synthèse, il faut se poser les trois questions. Premier lieu, y a-t-il des troubles neurologiques? Elles sont radiculaires ou médulaires? Si oui, l'atteinte est-elle complète ou incomplète? Si le trouble est complet d'emblée, les lésions sont en principe irréversibles. Si le trouble il est incomplet ou secondaire à une intervention en urgence, on peut espérer une récupération au moins partielle. La deuxième question, c'est de savoir si les lésions osseuses, elles sont stables ou instables. Et devant un traumatisme du rachis, même si les radiographies standards, elles sont normales, il faudra penser à la possibilité de lésions ligamentaires discales ou vasculaires. Donc pour le traitement, le but de notre traitement, c'est de lever la compression radiculaire ou médulaire si elle existe et la stabilisation du rachis. Pour les méthodes de traitement, on a le traitement fonctionnel. Pour le rachis cervical, on met juste un collier antalgique pendant 10 jours. Pour le rachis thoracolombaire, on peut proposer un repos au lit en décutus dorsal sur un plan dur jusqu'à disparition des douleurs. Pour les méthodes orthopédiques, donc le repos diminue les phénomènes douloureux. Physiothérapie pour les muscles paravertébraux et abdominaux. L'immobilisation, elle se fait au rachis cervical par un collier rigide ou minaire. Pour le rachis thoracolombaire, par un corset avec 3 points, sternum, crête iliaque et pubis. On peut aussi, dans les manières orthopédiques, réduire une fracture déplacée et cette réduction, elle se fait bien sûr sous anesthésie générale, par halo crânien ou étrier. Elle est reliée juste après par une immobilisation jusqu'à la consolidation. Bien souvent, la réduction orthopédique ne constitue en fait que le premier temps du traitement chirurgical qui donne la stabilisation définitive du rachis. C'est-à-dire, on fait une réduction par manœuvre externe et ensuite on va fixer chirurgicalement cette fracture. Pour le traitement chirurgical, il y en a plusieurs abords, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a les abords postérieurs et les abords antérieurs. Les deux, ils permettent, quand on a une lésion neurologique, de faire une décompression de la moelle. Et cette décompression, elle se fait par voie postérieure et on fait une laminectomie, c'est-à-dire on enlève les éléments osseux du segment postérieur jusqu'aux lames. Et ensuite, on fait une ostéosynthèse. Par voie antérieure, on peut aussi faire, si on a un trouble neurologique,
des corporectomies carrément, pour décomprimer la moelle qui est en souffrance. Et l'ostéosynthèse, elle fait appel soit à des vis, soit à des plaques vissées. Et récemment, on utilise le système Cottrell de poussée qui consiste, on va voir dans les images ici, par des vis qu'on met dans les pédicules. Et la réduction, on l'a fait avec les tiges, on donne la lordose qu'il faut pour réduire la fracture et on fixe le tout. Soit par la vis ici ou une plaque vissée ici, par exemple sur le rachis cervical fait par voie antérieure. Là, on a un exemple de corporectomie avec une cage qu'on met à l'intérieur de la greffe pour une thèse du rachis. Et là, une plaque antérieure. Donc, en gros, en termes de chirurgie, il faut faire soit une ostéosynthèse, soit une arthrodèse. La différence, c'est l'utilisation de greffes osseuses pour fixer deux vertèbres adjacentes. Donc, quand est-ce qu'on met que l'ostéosynthèse et quand est-ce qu'on met arthrodèse? Donc, l'ostéosynthèse, c'est fait pour les instabilités seulement osseuses, et l'arthrodèse, on a dit, on l'a fait pour les instabilités osseuses avec une instabilité disco-ligamentaire qui est définitive. Donc, il faut arthrodéser l'articulation pour que les vertèbres ne bougent plus entre elles. Pour les indications, donc en absence de troubles neurologiques, soit on a des lésions qui sont stables et non déplacées, à ce moment-là, il fait juste une immobilisation à visée purement antalgique. Pour les lésions dorsales ou lombaires, le malade est en décubitus dorsal sur un plan dur jusqu'à disparition de la douleur. Généralement, à partir du 45e jour, on peut autoriser un décubitus, de la marche et un décubitus, le mettre sur la chaise. Pour les lésions cervicales, le patient porte un collier cervical. Maintenant, pour les lésions qui sont non déplacées mais elles sont instables, il faut bien sûr les contenir en urgence, sinon ils risquent de se déplacer et donner des troubles neurologiques. Donc ici on va vers la méthode chirurgicale et on fait soit une ostéosynthèse, soit une arthrodèse. On l'a dit, ça dépend s'il y a ou pas lésions disco-ligamentaires. Pour les lésions qui sont d'emblée instables et déplacées, il faut en urgence les réduire et les stabiliser. Maintenant, s'il existe des lésions neurologiques, il faut savoir que les lésions neurologiques ne traduisent pas forcément l'existence d'une lésion instable. Ainsi, une fracture de la lame peut donner des fragments osseux qui migrent dans le canal rachidien, comprimant une structure radiculo-médulaire. Et l'exploration chirurgicale permet de vérifier l'aspect des structures nerveuses, de décomprimer, de réduire et de contenir les lésions osseuses. Et merci pour votre attention.